Parfait, alors bienvenue à tous. On se retrouve pour cet troisième épisode de l'analyse du livre de Soi. Donc aujourd'hui, on va analyser le chapitre 3, puis je crois que ça va être un petit peu plus rapide que les deux derniers chapitres, certainement plus rapide que le premier, mais aussi un peu plus rapide que le deuxième, je crois. Donc je dirais une vingtaine de minutes. Ça va pas être bien long, mais je crois que ça va être tout aussi intéressant que les précédents. Alors c'est parti. Alors chapitre 3, visage de l'ours. Donc Soi se réveilla plusieurs fois cette nuit-là, prêtant l'oreille aux respirations tranquilles de ses condisciples. Tous des apprentis honnêtes, sans malice excessive. Lui seul concevait des pensées troubles, déshonnêtes, rêvait de trahison, apportait dans la maison de la connaissance des miasmes de pourriture intellectuelle. Donc c'est très bien écrit déjà, les miasmes de pourriture intellectuelle, je trouve que ça sonne assez bien. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Soi se sent coupable à nouveau de sa trahison future qui nous est déjà présagée depuis le chapitre 1 et qu'on retrouve ici. Mais tout à l'heure, en fait dans le chapitre 2, on avait déjà un avant-goût de ce qui allait arriver, puis à ce moment-là, Soi était assez certain de ce qu'il allait faire. Et là, soudainement, il se remet à douter. Il bascule encore dans ses opinions, donc ça montre vraiment qu'il continue à hésiter. L'appel de l'aventure, c'est pas tout à fait réussi pour l'instant, il est encore hésitant. Magnus lui avait donné à lire un tel livre. Pourquoi? Pour quelle raison difficilement compréhensible pour sa jeune cervelle? Dans une prison, une religieuse portugaise écrivait des lettres à son amant. Elle ne pouvait sortir pour le rejoindre et elle mourait d'amour. Elle ne cessait de répéter cela et d'autres choses encore, dans une langue bizarre dont beaucoup de mots échappaient au vocabulaire du jeune homme. Donc si on reparle à nouveau de la religieuse portugaise, donc on en parle une seconde fois, mais le sens n'est pas encore dévoilé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore pourquoi on parle de la religieuse portugaise, puis connaissant la règle de 3, on se doute bien que la prochaine fois, ça va être un petit peu plus explicité, si on veut. Autre point que j'apporte, ici on a des points d'interrogation entre parenthèses. Ce que j'avais jamais vu avant ça, mais ça montre assez bien les problèmes de ponctuation qu'a Daniel Walther, qui essaie de faire passer ça comme étant son style, mais ici particulièrement ça fonctionne pas. Ça nous sort vraiment du texte, puis c'est une façon très lâche, je dirais, de nous montrer que Soi ne comprend pas les éléments qui sont exposés dans la phrase, dans le paragraphe. Et donc, je crois que c'est une assez mauvaise façon d'indiquer son incompréhension. Puis ici, j'ai même donné un exemple de ce qui pourrait être fait à la place. Donc, ici, j'aurais dit « Elle ne cessait de répéter cela et d'autres réflexions qui dépassaient sa compréhension. » Donc, sa compréhension en parlant de Soi, c'est peut-être pas le meilleur phrasé, mais vous comprenez qu'il y a moyen d'introduire l'incompréhension de Soi dans le paragraphe d'une façon qui est un peu plus intéressante que de mettre des points d'interrogation entre parenthèses, ce qui est une façon vraiment, disons que c'est pas habituel, puis il y a une raison pourquoi c'est pas habituel. Donc on va s'en tenir à ça. On va un peu plus loin. Après le lever du soleil, il se leva, tout cuisant de fièvre et gluant de sueur, regarda par la fenêtre. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, je viens de couper un moment important ici, je vais quand même le lire. « Tu es presque un homme maintenant, avait dit Magnus. Demain, toi et moi, nous irons à la maison des femmes. » Et donc soit il se réveille, puis il sait qu'il va à la maison des femmes, et tout de suite, dans la façon dont la situation est décrite, il y a une simple description d'une phrase. « Il se leva, tout cuisant de fièvre et gluant de sueur. » Et cette phrase-là présage ce qui va se passer tout à l'heure, donc la scène de sexe qui s'en vient. Et donc on adopte tout de suite un vocabulaire connoté à cette situation-là. Alors voilà, il faisait une nuit, ou une fin de nuit, presque douce. La lune éclairait bien, elle fardait le paysage de guipure jaune d'or, ou d'un blême un peu fallacieux qui suscitait des images spectrales. Très belle phrase, par ailleurs. Soit de son poste d'observation, découvrait une large portion de plateaux et de forêts. Les arbres étaient surmontés de puissants sortilèges luminescents. Et donc ici, je me demande de quoi il est question. Donc, de quoi on parle avec les sortilèges luminescents. C'est assez mystérieux pour moi. Je crois que
ça n'a pas vraiment d'importance. Je l'ai répété plusieurs fois, mais ici, peut-être qu'il n'est pas question si on veut, du style un peu plus impressionniste de Daniel Walther à certains endroits dans son roman. Peut-être que c'est vraiment un élément merveilleux qui est rajouté à l'histoire et qu'on n'a tout simplement pas encore, qu'on n'a pas encore découvert. Je suis pas certain, mais le sortilège luminescent, c'est une description assez curieuse ici. Cette prison était semblable à celle dont les murs s'étaient refermés sur la jeune religieuse portugaise. Que signifiait le mot religieuse et le mot couvent? Donc ici, j'ai encore manqué un moment important. Disons qu'il se souvient du sourire de Lucie, de ses anciens camarades, juste ici. Et donc ici, le lien entre Lucie et la religieuse portugaise est vraiment clair. On fait un parallèle très évident où même Soi fait le lien. Donc on comprend que Lucie tiendrait office peut-être de la jeune religieuse portugaise. Peut-être que le lien serait là. Et donc voilà, c'est la troisième occurrence dans le texte de la jeune religieuse portugaise. Puis pour compléter la règle de 3, c'est ici que le lien est explicité. Alors c'est la fin de la scène ici. Encore une fois, des points d'interrogation, entre parenthèses. Très mauvais, je tiens à le redire. Mais c'est la fin de la scène, donc 400 mots. Techniquement, il n'y a pas de séparation entre le texte que je viens de vous lire, puis ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de séparation entre les paragraphes d'un point de vue visuel, mais c'est clairement la fin d'une scène, puisqu'on arrive avec d'autres personnages, puis un autre endroit dans la scène qui suit. Donc on va un peu plus loin. Je vais lire tout ce paragraphe ici parce qu'il est très intéressant. Donc pendant 2 heures, ce matin-là, il dut subir les reproches de Lord Ion et les quolibets presque ininterrompus d'un officier nommé Dimitir Vachar. Ce Vachar était un homme influent, et on le disait d'une grande brutalité. Parfois, selon la coutume écrite, il choisissait un jeune apprenti pour en faire son escoute. Alors, le jeune homme était forcé de le suivre et de demeurer auprès de lui pendant une saison entière. Tous les officiers des cavaliers saints avaient ce privilège. Les apprentis que les études ennuyaient saluaient avec enthousiasme une telle aubaine, mais ceux qui avaient servi sous les ordres de Dimitir Vachar n'avaient parlé de leur expérience qu'à mots couverts, comme s'ils avaient honte de raconter ce que d'autres considéraient comme des exploits. Donc ici, on établit le personnage de Dimitir Vachar, on lui donne une histoire avec ce paragraphe-là qui est assez simple, puis qui nous montre très bien que Dimitir Vachar, c'est pas un personnage qui va être particulièrement gentil. Il y a une certaine aura un peu plus effrayante, puis c'est pas une aura qui va être brisée, au contraire, Daniel Walther va bâtir sur celle-ci, mais je crois que c'est une très belle introduction au personnage qui va être bien plus important, mais plus tard, donc dans d'autres scènes, puis même il devient plus important pas mal plus tard dans le texte. Alors, lorsque les 2 heures d'entraînement furent passées, Lord Ion s'approcha des garçons de la classe de soie et leur montra d'étranges matériels luisants, entièrement taillés dans le métal. Ce qui est une très belle façon d'introduire un fusil dans une scène lorsque le personnage principal ne sait pas ce qu'est un fusil. Donc il n'a jamais vu d'arme à feu et il parle tout simplement de matériels luisants qui sont entièrement taillés dans le métal. Puis on comprend plus tard que c'est des armes. Donc même si le mot fusil, si je ne me trompe pas, n'est pas dit, le mot arme à feu, peu importe, on comprend très clairement ce que c'est. Puis on n'a pas besoin que le personnage principal, qui ne sait pas c'est quoi, qui ne connaît pas le mot qui se réfère à cet objet-là, nous le dise. Donc puisqu'il ne le connaît pas, une simple description nous permet de comprendre ce que c'est. Donc ces armes en sont les seuls vestiges que le grand serpent a bien voulu sauvegarder. En parlant d'armes qui viennent d'un lointain passé. Donc celles qui sont présentées à soi sont les seules qui viennent des vestiges que le grand serpent a bien voulu sauvegarder. Ce à quoi Soi répond « Tu mens, Lord Ion. Tu mens comme tous tes pareils. » Donc on voit ici que Soi voit au travers des paroles creuses qui sont apportées par Lord Ion. Donc c'est une façon de rendre les gens un peu plus serviles. Donc la religion est utilisée pour le contrôle. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais ici c'est assez clair. Puis ici, Soi voit encore une fois au travers de ces
ces façons-là d'utiliser la religion. Demain, s'exclama Lord Dion, je vous apprendrai le fonctionnement de cette arme que la divinité, dans sa grande sagesse, a bien voulu placer entre nos mains. Et ici, il n'y a pas d'ellipse dans le texte original. J'ai vraiment regardé dans le livre pour être certain qu'il n'y en avait pas, mais il n'y en a aucune. Je vais quand même faire comme si c'était deux scènes différentes. Mais ici, c'est très clair qu'il manque une ellipse parce que tout de suite après, on arrive avec une phrase très simple. La maison des femmes. Ça fait aucun sens. On est lancé d'une scène à l'autre. Et ça montre l'importance de bien séparer son texte, bien séparer son roman. Ça a l'air anodin, mais ici, c'est pas la première fois que Daniel Walther ne réussit pas cette tâche-là qui, pour certains, pourrait avoir l'air facile. Alors voilà, il était question de 675 mots ici. On reste dans des scènes assez courtes. Mais ça va augmenter au fil du chapitre. Donc la maison des femmes, on en avait déjà parlé, on sait à quoi il se réfère. C'est une scène que je vais un peu moins aborder parce qu'elle n'est pas très utile. Donc la scène de sexe est décrite dans des mots assez explicites et décrite très longuement aussi, et c'est inutile. Il y a un certain... Ouais, il y a une certaine utilité dans le contexte du livre, mais je trouve que ça ne vaut pas les quelques milliers de mots dont il est question. Et donc, je vais passer ça assez vite, parce que j'ai pas grand-chose à dire, mais il y a certains passages quand même que j'ai commentés, donc on va faire ça. La maison des femmes était très belle, ses murs étaient entièrement peints en rouge vif, avec de larges taches dorées. La massive porte de métal qui en défendait l'accès s'ornait de clous brillants, semblables à ceux qui décoraient les rondes haches des dragons ou les jacques de cuir des piétons chargés de la surveillance des remparts. Donc ici, on fait des comparaisons qui sont logiques, des comparaisons avec ce que connaît soi. Puis cette fois-ci, c'est à notre tour d'être dépaysé à travers les comparaisons. Ça fonctionne très bien. Puis on voit aussi quand même une certaine naïveté de la part de soi, qui connaît encore pas beaucoup de choses du monde extérieur. Donc pour lui, la maison des femmes est très belle. Ses murs sont entièrement peints rouge vif. Et donc voilà, il décrit avec une certaine candeur qui était assez intéressante. C'est pour ça que j'en parle ici. Un peu plus loin, la main était là, rampante, sur l'épaule de Soie. Il frictionna. L'air était humide et encore froid, mais avec tout de même un étrange fond de douceur. Donc la main rampante, excusez-moi, c'est la main de Magnus. Et pour décrire le malaise de Soie, on fait vraiment... On utilise simplement le mot rampante pour montrer que Soie est un peu inconfortable avec Magnus qui lui met la main sur l'épaule comme ça. Donc c'est une façon efficace de le montrer sans devoir le dire. Donc voilà. Puis ici, l'air était humide et encore froid, mais avec tout de même un étrange fond de douceur. Vous vous en doutez, c'est une préfiguration de ce qui s'ensuit. Alors voilà. Donc c'est pas mal ça. C'est la scène dont il était question ici, 300 mots. Soie et Magnus se rendent à la maison des femmes. C'est une scène qui n'a pas beaucoup d'utilité. Donc sert seulement à développer le personnage de Soie, à enrichir son personnage, puis le comprendre un peu plus. Mais je crois que c'est une scène qui aurait pu être coupée. Mais après, c'est seulement 300 mots, donc on ne s'en plaindra pas. Alors ici, un exemple de mal nécessaire avait introduit Soie dans une petite pièce odorante. Ici, l'exemple de mal nécessaire, on fait référence à une prostituée, qui est un mot qui n'est jamais utilisé dans le texte. Donc ça montre un peu probablement la pudeur de Soie, ou peut-être même sa naïveté encore une fois. Peut-être qu'il ne connaît pas ce mot-là non plus. Mais c'est un exemple de mal nécessaire. Puis on le voit un peu plus loin. C'est un exemplaire de mal nécessaire. Donc on reformule ça en disant que c'est un exemplaire. Puis ici, il est question d'une femme, qu'on soit clair. Donc aux yeux de Soie, puis probablement aux yeux de Magnus qui lui a enseigné ce que Soie sait au propos de ces gens-là, puis de la maison des femmes, on suppose que les femmes ne sont que des objets à leurs yeux, ou en tout cas ces femmes-là ne sont que des objets.
S'ensuit des descriptions assez érotiques, assez explicites et très peu pertinentes pour le texte. Ici, quand même, un détail qui est intéressant. Soit dit « je te trouve beau » en parlant à l'exemple de Mal nécessaire, qui est une femme. Ça devient un peu inconfortable quand même. C'est pas... donc, c'est un texte qui a un peu qui a un peu mal vieilli comparé au chapitre précédent. Mais ça fait partie de l'œuvre, alors je vais l'analyser tout de même. Mais sachez que je suis pas tout à fait en accord avec tout ce qui est dit dans ce passage-là particulièrement. Mais enfin ici, soit dit « je te trouve beau » à cette femme-là. Et ça montre très clairement que Soi n'a jamais été éduqué par une femme. Il n'y a jamais eu de professeur qui était une femme ou même de collègues qui étaient une femme. Donc même ici, au moment où ils étaient dans la même école, dans le même environnement scolaire en tout cas, elle était considérée comme un garçon à l'époque, puisque à ce moment-là, tous les enfants étaient prépubères. Et donc ça montre clairement, si on veut, la façon de penser de Soi, qui dit « je te trouve beau », qui ne sait même pas accorder, qui sait même pas dire « belle ». Donc ici, la femme le corrige, mais je trouvais que ça en disait long sur le personnage. Le attouchement mêlait avec un art consommé des nuances, la tendresse et la fermeté. Un grand soleil rouge explosa dans une cataracte de mousse et d'odeur. Donc ici, je trouvais ça intéressant parce que c'est un exemple parfait de l'écriture impressionniste de Daniel Walter, dont j'avais déjà parlé tout à l'heure. La phrase n'a aucun lien tangible avec la réalité de la scène. Puis donc c'est pas une métaphore pour quelque chose d'autre, c'est vraiment une façon de décrire un sentiment, un moment. Donc un grand soleil rouge explosa dans une cataracte de mousse et d'odeur. Certains mots connotés sont présents, mais sinon c'est détaché de la réalité de la scène. Alors voilà, je trouvais que c'était intéressant. Ici, on voit que Magnus assiste à la scène. Il dit « Ce jeune coq, dit-il aux deux courtisanes se tenant auprès de lui, dans la petite salle drapée de lourdes tentures sombres qui faisait penser aux rideaux d'un théâtre désaffecté, ce jeune coq m'attire et m'inquiète à la fois. Il y a en lui un mélange indéfinissable d'innocence et de perfidie. » Donc on voit que Magnus y pressent la trahison de Soi qui est à venir. Donc c'est intéressant, c'est la première fois qu'on voit que Magnus se méfie. « Tu as raison de prétendre que j'ai tort. Sans doute, je suis en train de vieillir. Cela me donne une mauvaise digestion, et les mauvaises digestions me rendent méfiant et sujet au cauchemar. Ne pensons plus à cela. » Donc ici, il est encore question du docteur Magnus qui trouve que, en fait, qui se méfie de son élève. Et donc, il dit que c'est peut-être lui qui est simplement sujet à des cauchemars. Puis, si c'est le cas, ça montre vraiment que les rêves sont une dimension qui est importante dans le roman. Ils permettent de préfigurer certains événements, même dans les cauchemars. Donc, ici, la scène infère directement que la vérité serait secrètement révélée via les rêves. Alors, beaucoup plus loin, encore une fois, ça va être vraiment rapide. La scène se termine, donc c'est 1648 mots qui ont été utilisés pour cette scène-là, qui est principalement une scène où on a affaire à une description de sexe. Et selon moi, Walter s'étend sur beaucoup trop de détails, c'est assez long et pas important pour l'histoire, ou en tout cas pour la majeure partie de ce qui est décrit, c'est pas important pour l'histoire. La nuit était fraîche, nuageuse, avec une lune sulfureuse qui semblait affligée d'un énorme abcès rougeâtre. Jamais Soi n'avait vu lune semblable au-dessus de la citadelle. Elle était toute boursouflée, grosse de sortilèges, enveloppée de gaz et de traînées gazeuses qui en déformaient les détails. Mauvais présage. Donc il est encore question de présage, cette fois-ci pas à travers les rêves, mais à travers les descriptions, ce qu'on avait déjà vu dans le texte aussi. Mais c'est explicité ici directement par Walter. C'était peut-être pas nécessaire, mais ça nous permet vraiment de comprendre que lorsqu'il est question de lune sulfureuse, faut s'attendre à quelque chose. Donc il bâtit encore une ambiance dans son texte. Depuis qu'il avait vu dans le précis d'astronomie que la Lune était un satellite de la Terre, que la Terre était ronde et que les hommes qui vivaient jadis sur ce monde étaient partis sur d'étranges vaisseaux à la conquête de l'espace,
Il ne savait plus que penser. Comment imaginer un navire construit par des mains d'hommes, en train de prendre son envol, de se tenir suspendu dans les airs, à la manière d'un oiseau, de monter toujours plus haut, au mépris de toutes les lois qu'avait enseignées la science des docteurs du Temple, et d'atteindre, finalement, des planètes lointaines. Donc c'est un paragraphe qui est bien écrit, qui met en valeur le talent d'écriture de Daniel Walther, mais qui permet aussi de rentrer dans la tête de soi, une fois de plus, de comprendre sa perspective par rapport à des technologies qui sont familières pour nous, mais qui semblent impossibles pour lui. Donc ça nous montre bien son point de vue. La Lune enseignait les livres écrits par les prédécesseurs des docteurs du Temple, était un lieu hanté par les démons les plus ignobles. Magnus lui avait ri au nez. Ses superstitions et ses croyances sont bonnes pour les âmes simples, mon garçon. Mais toi, tu es appelé à siéger un jour parmi nous, si tu continues à te montrer zélé, travailleur et digne de la confiance que nous mettons en toi. Donc, on voit que Magnus, lui aussi, il voit au travers du discours religieux dont il fait pourtant l'apologie. Donc, pour lui, même ce qui est écrit par les docteurs du Temple, ce sont des superstitions, puis il l'avoue à soi, ce qui montre qu'ils ont quand même bâti une certaine relation, une certaine proximité qui devient de plus en plus importante et soit gagne les faveurs de Magnus. Et à présent, ses yeux fouillaient à nouveau à la lisière de la grande forêt, essayaient de glisser un regard dans cette mystérieuse noirceur. Donc, je dis ça puisque ici, on assiste à une nouvelle scène où Soi est en train de guetter aux portes de la citadelle. Donc, c'est son tour de garde. Et donc, il scrute la forêt avec un certain intérêt. Puis donc, on voit qu'il est intrigué par l'extérieur, qu'il aimerait en découvrir davantage de ce monde-là. Et donc, ça annonce qu'il va un jour quitter la citadelle, qu'il va un jour sortir du monde normal, comme dirait Joseph Campbell, pour se lancer dans l'aventure. Mais pour l'instant, on est encore au début de l'histoire, donc ça prend pas mal de temps avant de commencer quand même. Mais voilà. C'était la voix de métal du seigneur Dmitir Vachar, enveloppé dans un manteau d'un violet si sombre qu'il se confondait avec les ténèbres. Donc une fois de plus, on parle de Dmitir Vachar, puis une fois de plus, on en parle en mal. Donc clairement, il y a une opinion négative qui est posée sur lui, puis qui est comparée aux ténèbres. Donc ça en dit long sur la perception qu'Oswa du personnage. Ses yeux luisirent de part et d'autre de son nez d'oiseau de proie, et il fit un pas en avant. Donc à nouveau, on a une nouvelle comparaison avec un animal, cette fois-ci un oiseau de proie, ce qui est réutilisé à quelques endroits dans le texte, notamment ici. Elle ressemblait davantage à une serre qu'à une main d'homme. Et ils ont une discussion. Puis ici, Soi dit que Dmitir Vachar, il blasphémerait, ce à quoi il répond « Blasphémer, un cavalier saint ne peut pas blasphémer ». Ce qui fait un appel à l'autorité, puis à sa position dans l'ordre religieux, qui montre qu'il est hors des règles qui sont imposées par la religion, justement. Et donc, c'est un exemple de plus dans les nombreux que j'ai déjà sortis. Et il s'éloigna dans une grande envolée bleue nuit, dont les reflets portèrent jusqu'aux étoiles, en parlant encore de Dmitir Vachar qui quitte Soi. Et c'est encore très impressionniste, puisque ici il est question de reflets qui portent jusqu'aux étoiles. La façon dont on pourrait rendre ça littéral, ce serait de dire que le personnage de Dmitir Vachar est habillé en... tout à l'heure, je crois que c'était même pas du bleu. Oui, donc tout à l'heure, on parlait d'un violet sombre, puis maintenant d'un bleu comme le ciel. Et donc, les reflets portèrent jusqu'aux étoiles, ce serait une façon de dire que il disparaît dans la nuit, il disparaît dans la voûte céleste, à l'horizon. Donc, c'est peut-être une façon de l'interpréter littéralement, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus impressionniste que ce que je dis là. Magnus se rendit compte qu'il avait peur de Soi, ce qui était le comble du ridicule. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que Magnus a peur de Soi, puis on comprend que c'est parce que Soi aurait fait un exploit sexuel lors de la scène précédente qui est surprenant. Magnus s'est étonné encore une fois de la capacité d'apprentissage de Soi, sa capacité à s'adapter aux situations très rapidement. Et donc, il a peur de la puissance de Soi. Et pour peut-être même la première fois,
on nous montre directement en quoi Soi est aussi spécial. Donc c'est assez intéressant, puis je crois que c'était nécessaire pour qu'on se fie à toutes ces opinions-là qui disent que Soi est si intelligent, puis si fort dans tout ce qu'il entreprend. Je crois même qu'il en faudrait un peu plus, mais c'est déjà ça. Et ici, on retourne à l'ici. Donc, ça dit « Les jours du sang étaient passés, maintenant venaient les heures du vertige », ce qui termine le chapitre 3 déjà. Maintenant venaient les heures du vertige, qui est encore une fois une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui crée une tension, qui prépare pour le chapitre 4. Et à vrai dire, dans la scène, on nous amène ici pour aucune raison réellement. Les derniers mots permettent d'introduire le chapitre, mais c'est pas mal tout. Donc on amène ici pour rien. C'est pas mal ça. Mais au moins c'est une scène qui est assez courte. Donc techniquement, il n'y avait pas de séparation entre le moment où on voit la confrontation entre Dimitri Vachar et Soi, le moment où on suit les pensées de Magnus, puis le moment où on voit Lucie. Ces trois scènes qui sont collées, ensemble elles font 1275 mots, et la séparation, ce serait 1000 mots, 175 et 81. Je comprends pourquoi elles sont mises ensemble, donc ici ça fait un peu plus de sens que tout à l'heure, où la transition se faisait mal. Mais 1275 mots, c'est quand même assez long, et je crois que ça va continuer à augmenter dans les scènes d'après. Donc ça va être des scènes un peu plus longues. Mais pour l'instant, on a terminé le chapitre 3. Donc c'était mon analyse de ce chapitre-ci. Pas mal plus court. Je crois que le chapitre 4 il va être un petit peu plus long que ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais enfin, c'est ça qui est ça. Donc voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. Je vous remercie une fois de plus de l'avoir écouté. Puis on se revoit pour l'analyse du chapitre 4. Merci beaucoup.